Un club parisien qui pleure, l'autre qui sourit. Il n'y avait que 10 000 personnes hier soir au Parc des Princes pour voir cette rencontre entre les Blancs du PSG et les Rouges de Monaco. Avec une première tentative de Niederbacher, Bernard est tout heureux de voir son poteau gauche le suppléer alors qu'il semblait battu. Ce sont pourtant les Monégasques qui vont ouvrir la marque après un exploit du jeune Carlos Lopez, ici face à Jean-Claude Lemoux. Lopez qui sera très brillant pendant les trois quarts de la partie, mais qui malheureusement pour lui sera expulsé pour un mauvais geste contre Lemoux. En deuxième période, il a donné ici un excellent ballon à Bernard Gingini. C'est le premier but de la partie et à la mi-temps, Monaco mène par 1-0 et c'est tout à fait justice. Les Monégasques auraient dû même mener plus largement. Mais la deuxième mi-temps sera plutôt parisienne avec la rentrée de Dominique Rocheteau apportant beaucoup de punch à cette ligne d'attaque. Une faute ici de Bijota, libéraux d'un soir sur Charbonnier, et un superbe coup franc de Philippe Janol, le même que celui qu'il avait marqué contre la Yougoslavie aux Jeux Olympiques. Et au tableau d'affichage, un but partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Monaco qui n'avait pas perdu au Parc contre le Paris Saint-Germain depuis 4 ans et qui là va être crucifié par un pénalty indiscutable de Bernard sur Suzik qui avait été lancé par Fernandez. Ce pénalty sera tiré par Dominique Rocheteau et le Paris Saint-Germain triomphera de Monaco par 2-1. Victoire importante pour les joueurs de la capitale, qui comptent en effet un match de retard, qui joueront mardi contre Strasbourg. 30 buts en 9 matchs. Avec aujourd'hui Metz-Sochaux à 15h15, uniquement des victoires à domicile, sauf Brest qui a été tenu en échec par Toulouse. But pour Auxerre de Dagneau et de Zarmac. Bastia est toujours invaincu à Furiani. But de Meyer et de Piasecki contre son camp et un but de Kelch pour Strasbourg. Large victoire de Lens, où Gianni, Gillot et Pelletier ont marqué les 3 buts des nordistes. Nouveau succès de Toulon grâce à 2 buts de Ricord contre un but de Bureau. Et quant au match nul, Bucher et Pardo ont marqué pour Brest, Stopira et Espagnol pour Toulouse. Au classement, pas de changement en tête. Nantes compte toujours un point d'avance sur Bordeaux, 8 sur Auxerre et 9 sur Toulon, brillant 4e. Et dans le bas du tableau, 9 équipes se tiennent en 3 points. Sochaux, Toulouse, Nancy, Lille, Tours, Marseille, Strasbourg, Rouen et le Racing sont dans la zone dangereuse. On passe à la deuxième division et dans le groupe A, victoire à l'extérieur du Havre à Amiens, de Angers à Châteauroux et de Rennes à Sedan grâce à 2 buts de Bousdira. Orléans, vainqueur de Caen, but de Luisigno et de Hainaut, reste leader. Mulhouse, il faut le signaler, reçoit le Stade Français 92 cet après-midi en Alsace. Dans le groupe B, décidément, tout va mal à Lyon, battu chez lui par Le Puy, but de Chollier et Ntoumba contre un seul but de Lacuesta. Nice, vainqueur de justesse de 7 vendredi, compte maintenant 4 points d'avance sur Montpellier, 5 sur Thonon et 6 sur Nîmes et Cannes. C'est bien parti pour les Niçois, très malheureux au moment des barrages la saison passée, on s'en souvient. Voilà en ce qui concerne le football national, mais dans Téléfoot, nous nous devons de vous parler du football international. Nous avions été un peu pris par le temps samedi dernier. Alors Jean-Pierre Dragzuc nous présente maintenant cette étonnante équipe de Vérone, leader actuellement du championnat d'Italie. Non, il ne s'agit pas d'une cour d'école, mais bel et bien de l'endroit où, à l'abri des tifosi, s'échauffe l'équipe de Vérone quelques minutes avant un match de championnat. Ils sont tous là, les supporters des jaunes et bleus. Le stade est chauffé à blanc, l'ambiance est fantastique, comme tous les dimanches après-midi. Situé au nord de l'Italie, dans la province de Vénétie, entre Milan et Venise, Vérone, 270 000 habitants, est une très belle ville d'art, chargée d'histoire, comme l'indique cette arène magnifique, en plein cœur de la cité. Juliette, qui attendait son Roméo il y a plus de 6 siècles du haut de son balcon devenu célèbre, est en passe de céder la vedette. En effet, depuis 2 mois, on ne mise plus que sur l'équipe de Vérone. Une équipe qui ne représentait pas grand-chose il y a 3 ans, lorsqu'elle n'évoluait qu'en 2e division. Et maintenant, après 9 matchs, elle se trouve seule à la tête du championnat, où l'on avait plutôt l'habitude d'y voir les Milanais, Turinois et autres Romains. Aux commandes de l'équipe véronaise, un entraîneur calme et modeste, au club depuis 5 saisons, Osvaldo Bagnoli. Il a réussi à construire l'une des formations les plus inventives du pays.
Je ne fais rien d'extraordinaire et je ne crois pas au système de jeu défini à l'avance. Il faut s'adapter aux situations. Nous jouons donc un football traditionnel dans lequel chaque joueur doit assurer son rôle. Pendant des années, on a dit de Vérone, c'est une belle équipe, mais elle ne jouera jamais les premiers rôles dans le championnat. Maintenant, les avis ont bien changé. Il est vrai que l'équipe est devenue plus forte, plus complète, et ceci grâce à l'apport de nos deux étrangers. Ces deux étrangers, les voici. Le Danois Preben Elkjær Larsen et l'Allemand Hans-Peter Briegel, surnommé Decathlon Man. Larsen, vous vous souvenez, nous l'avions découvert au mois de juin dernier pendant le championnat d'Europe. C'est un battant, un fonceur. Avec l'équipe danoise, il avait marqué un but splendide. On le surnomme le Bison. Vous avez compris pourquoi. Paris Saint-Germain avait failli l'acquérir, mais Francis Borelli lui a préféré Niederbacher. À Vérone, la Juve de Platini est battue 2-0. Elkjær réussit un but à la Larsen. Un but marqué en chaussettes. Sa chaussure n'avait pas résisté. Toujours à la pointe de l'attaque, Elkjær a certainement apporté à l'équipe véronaise le plus qui souvent fait la différence. Ses adversaires ne s'y trompent pas et lui laissent bien peu de liberté. Le football italien, c'est très spécial, différent de celui que je connaissais, notamment en Belgique. C'est très dur pour les joueurs à cause de la pression des médias, des journaux. C'est difficile, mais c'est très intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Le football est très vivant en Italie. L'autre venu d'ailleurs, Briegel. Comme Rummenigge ici à droite, il découvre le championnat italien. 53 sélections dans l'équipe de la RFA, Briegel s'était lui aussi distingué pendant le championnat d'Europe. Rappelez-vous, ses deux têtes sur la barre des buts espagnols. Véritable force de la nature, 1m88 pour 92 kg, Briegel est toujours là sur les coups de pied arrêtés. Contre Naples, cette fois, ça passe. À mon avis, en Italie, on joue plutôt de manière défensive. En tout cas, pas si offensive que chez nous. Et cela, on le voit au nombre de buts marqués. En Allemagne, la moyenne des buts est de 4,2 et en Italie, seulement d'un but par match. Pour les Italiens, c'est le résultat qui compte avant tout. Et pour obtenir des résultats, ses adversaires italiens n'hésitent pas à employer la manière forte devant Briegel. Tout est bon pour l'empêcher de jouer. Cette fois-ci, sur une ouverture de Di Gennaro, Briegel est en position d'ailier droit. Irrésistible, il efface un adversaire. Un autre, et d'un gauche fantastique, il marque son deuxième but italien. Ça mérite bien un petit bisou sous le bras. Mais Vérone, c'est avant tout une équipe soudée et solidaire. Citons également Pietro Fanna, 26 ans, 9 sélections dans la squadra, c'est l'un des moteurs de l'équipe. Le plus jeune joueur de Vérone, l'avant-centre Galderisi, 21 ans. Il marque le 5e but qui le place premier au classement des buteurs. Vérone possède la meilleure attaque, 13 buts en 9 matchs, mais aussi la meilleure défense avec 3 buts encaissés. Claudio Garella y est certainement pour beaucoup. C'était un pénalty. 6 victoires et 3 nuls. Si elle continue sur sa lancée, Vérone est en passe de créer l'une des plus grosses surprises de l'histoire du calcio. Un petit peu comme quand Cagliari, il y a quelques années, était devenu champion au nez et à la barbe des grands clubs du Nord, de Milan et de Turin. Je dois des excuses à nos amis de la région nantaise. En effet, on me signale que l'émetteur est tombé en panne et que les Nantais n'ont peut-être pas vu le sujet de notre camarade Philippe Huy sur le match Nantes-Nancy. Mais je les rassure, c'est bien passé. Le reste de la France l'a vu. C'est un petit pépin technique comme il en arrive, avec toutes nos excuses. On passe maintenant au match étranger du jour et pour cela nous allons retrouver notre camarade Yves Kupferming. Ce sont des matchs venus d'Allemagne, de la Bundesliga. Nach 10 Minuten. Nur eine Minute später war die unsichere KSC-Abwehr geschlagen. Reinhold Matti im Doppelpass mit Minute de jeu, une 2 entre Matti et Mataos et Matti ouvre la marque pour le Bayern de Munich. 10 minutes plus tard, sur une rapide contre-attaque, Becker va tromper Jean-Marie Pfaff et égaliser pour Karlsruhe. À la 30e minute, sur un coup franc astucieusement joué par Lerby, c'est à nouveau Matti qui redonne l'avantage au Bayern. Et 4 minutes plus tard, on retrouve le milieu de terrain international Lothar Matthaus pour le 3e but du leader. Score à la mi-temps, Soren Lerby porte la marque à 4-1 sur pénalty.
Et Karlsruhe va une nouvelle fois revenir à la marque grâce à son milieu de terrain Becker, qui d'un tir à ras de terre va tromper Jean-Marie Pfaff. Mais le Bayern revient en forme à l'image du Danois Søren Lerby, qui sur un centre de Nordweist marque son deuxième but personnel. Et à 5 minutes de la fin, le Bayern va inscrire un 6e but, sans doute le plus beau, sur une reprise de volée extraordinaire de Matthaus. Mais sous un autre angle, vous pouvez voir que c'est le capitaine du Bayern, Augenthaler, qui d'une talonnade dévie la reprise de Matthaus. Et maintenant Düsseldorf-Hambourg, et c'est Hambourg qui ouvre la marque sur le terrain de Düsseldorf par Wuttke. On joue depuis 28 minutes, 4 minutes plus tard sur un centre de Kaltz. Von Essen amortit de la poitrine et trompe Greiner. 2-0 pour Hambourg, c'est le score à la mi-temps, mais la deuxième période sera entièrement à l'avantage de Düsseldorf, qui marque 4 buts coup sur coup. Le premier par Dussen, d'une superbe reprise. Le deuxième à la 61e minute par Thiele de la tête. 7 minutes plus tard, c'est à nouveau Thiele qui, de la tête, va redonner l'avantage à Düsseldorf. Et c'est Dussen qui va clôturer la marque à 5 minutes de la fin sur une rapide contre-attaque. Score final 4-2 pour Düsseldorf. Le Bayern reste leader de la Bundesliga. Je vous avais parlé il y a 15 jours d'un grand tournoi Pupi qui se déroulait à Clisson. Vous avez été nombreux à m'écrire pour vous demander l'adresse pour s'engager. Cette adresse, la voici. C'est ce grand tournoi de Pentecôte qui réunira 256 équipes pupilles. 2 livres pour terminer avant de nous quitter. Sélection football, le classique de notre ami Francis Le Goulven, 84-85, il est paru, il retrace toute la saison. Et un très joli livre, édité par l'équipe du magazine 11, 1984, l'année fabuleuse, vous y retrouvez tout. Les Jeux Olympiques, le Championnat d'Europe des Nations, le football en France, le football en Italie, le football dans le monde, avec de remarquables photos. Voilà, Téléfoot est terminé. On se retrouve dimanche prochain pour un autre Téléfoot. Bonne semaine, à bientôt.